commencer, je voulais vous remercier d'être présent ce matin dans cette salle et d'être venu écouter ma conférence sur ce beau et nébuleux sujet que peut être le privacy washing. Donc, avant de commencer mon exposé, je voudrais vous préciser deux choses. Donc, je dispose d'un doctorat en droit. Donc, en tant que bonne juriste, la présentation qui suit est un exposé qui ne contient aucun avis et ou conseil juridique. Et la seconde chose, c'est qu'en tant qu'académique et que chercheur, j'ai rédigé 500 pages sur le sujet, donc ça va être un petit aperçu, un petit tour d'horizon rapide. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, sans forcément trop m'étendre. Donc pour commencer cette présentation et en guise d'introduction, je vais commencer dans un premier temps à définir le sujet et l'importance de baliser le cadre qu'on va donner à ce néologisme. Dans une première partie, nous verrons la question de l'identification du risque de privacy washing dans le contexte du droit de la protection des renseignements personnels. Et ça fonctionne pas. On va y aller. C'est grave. Dans un second temps, on verra donc l'introduction, l'identification du risque, et dans un second temps, on tentera de proposer une implémentation des modalités de gestion de ce risque au sein des différentes structures entrepreneuriales à travers un processus vraiment général. Donc pour commencer, nous allons détailler ce néologisme anglophone pour voir le terme anglophone est beaucoup plus vendeur que son terme francophone qui est un petit peu trop long. Donc le privacy washing, c'est l'association de deux termes. Le terme privacy, dans un premier temps, qu'on pourrait traduire grossièrement par protection de la vie privée et par extension par son corollaire plus précis qui est la protection des renseignements personnels. Donc en droit, on distingue le droit de la protection de la vie privée qui recoupe les droits fondamentaux associés à la protection de la vie personnelle des individus, qui est le droit contenu dans les chartes à voir ces droits fondamentaux protégés. Et le droit de la protection des renseignements personnels, qui est un droit plus précis, qui se matérialise dans les lois et qui vise les informations des individus, leur utilisation par le secteur public ou le secteur privé et la façon dont ces informations doivent être protégées. Donc, accolé à ce terme, on ajoute le terme de washing, qui renvoie à un autre terme actuellement à la mode, celui du fair washing, ou en français le blanchiment éthique. Actuellement, le domaine où on entend le plus parler de fair washing, de blanchiment, c'est le droit de l'environnement avec la notion de greenwashing. Donc, le gouvernement du Canada a posé une définition du blanchiment éthique à laquelle nous souscrivons, qui est une technique de marketing qui consiste à afficher que l'on satisfait à des normes éthiques alors que ce n'est pas le cas. La question qui se pose alors est comment en est-on arrivé à parler de blanchiment éthique et plus spécifiquement de blanchiment éthique appliqué à la protection des renseignements personnels. Je m'excuse. Donc la question du blanchiment éthique, elle a pour origine la mise en place de normes éthiques par le biais de compagnies et d'organismes privés, et plus largement par la mise en place au sein des entreprises des mesures de responsabilité sociale, qu'on appelle aussi les mesures de RSE. Donc dans un premier temps, les organisations de normalisation ont proposé des normes dites techniques, qui reprenaient des détails très spécifiques et très techniques qui permettaient aux industriels de s'accorder sur les normes et les usages commerciaux et de définir ces derniers pour assurer une harmonisation du marché dans un contexte mondialisé et globalisé. Ces textes ont rapidement été reconnus par les juges qui à plusieurs reprises les ont mentionnés pour orienter leurs décisions. Je vous ai pris deux exemples de jurisprudence québécoise de 2011, l'arrêt Toussignan et Carrière Union LT et l'arrêt Héroux et Hôtel des Seigneurs. Dans ce dernier arrêt spécifiquement, le juge a mentionné l'importance de la norme qui à l'époque était la norme ISO 7029-1984. Cette norme, elle reprenait les normes de l'Organisation mondiale de la santé qui proposait une mesure extrêmement précise des niveaux de décibels acceptables pour la fabrication des casques anti-bruit en fonction des pratiques utilisées dans le domaine. Donc les normes techniques, elles édictent vraiment un quoi faire qui va être spécifiquement reconnu par le droit pour permettre d'avoir une vision, d'avoir un écrit de ce que peuvent être des usages non écrits. Toutefois, et c'est là qu'apparaît le risque de blanchiment éthique, les organisations de normalisation, elles ont étendu leurs compétences au-delà du seul technique pour mettre en avant des normes dites socio-techniques.
Ces dernières, elles ne sont plus basées sur des données objectives et scientifiquement vérifiables, comme cela pouvait être le cas pour le niveau de décibels, mais davantage sur des propositions de règles éthiques communément acceptables dans un milieu donné. L'exemple le plus parlant que nous avons inclus dans nos recherches est les données par le texte de la norme ISO 26000. Donc cette norme, elle se présente comme étant un texte général de référence mondiale dont l'ambition est de créer un lien entre l'entreprise et la société autour des questions centrales et des concepts de responsabilité sociale par leur intégration au fonctionnement de l'entreprise. Donc cette norme propose aux entreprises un guide d'action sur la communication de leurs actions et son problème central, c'est qu'en suivant les lignes directrices de l'ISO 26000 et en standardisant la communication autour de la RSE, on en arrive à un développement d'une normativité plus individuelle et on tombe alors dans une zone grise de la communication entre ce qui relève du droit et ce qui relève de l'éthique. Les conséquences sont vraiment pas les mêmes. Donc les normes privées, elles ont cette particularité de représenter un point de rencontre entre les règles de droit, les usages commerciaux et les outils de gestion internes comme le management ou externes comme le marketing. Elles ont l'avantage pour l'entreprise de compiler les différentes informations nécessaires au bon fonctionnement de leur structure, mais elles ont l'inconvénient de mettre au même niveau des préoccupations d'ordre public et d'ordre privé. Le premier principe qui est développé par ISO 26000, c'est celui de la redevabilité, la responsabilité de rendre des comptes, et qui est présenté d'une façon relativement simpliste. Donc je vous cite En étant redevable, l'organisation aura un impact positif à la fois sur elle-même et sur la société. Le degré de cette redevabilité peut varier, mais il convient qu'il aille toujours de pair avec l'ampleur du pouvoir exercé. Les organisations détenant le pouvoir décisionnaire sont censées porter plus d'attention à la qualité de leurs décisions et de leur contrôle. La redevabilité englobe également le fait d'assumer une pratique fautive, de prendre des mesures appropriées pour y remédier et de mener des actions permettant d'éviter qu'elles ne se reproduisent. Donc ça, c'est une vision relativement simpliste de ce que peut être la responsabilité. Les autres principes, ça c'est vraiment l'ordre dans lequel ils sont présentés dans la norme ISO, donc c'est l'ordre d'importance qu'ISO leur accorde. Donc viennent ensuite les principes comme la transparence, le comportement éthique ou le respect des parties prenantes qui sont présentés comme des principes destinés à prouver les bonnes intentions de l'entreprise. Enfin, les principes de bons citoyens comme le respect du principe de l'égalité qui consiste à énoncer qu'il faut respecter le droit. La prise en compte des normes internationales de comportement, c'est-à-dire le respect des usages internationaux. Et enfin, en dernier lieu, le respect des droits humains. Donc bien que simpliste sur bien des points, la norme ISO elle a l'avantage de donner un éclairage sur la place aujourd'hui occupée par les normes privées et l'importance qu'elles peuvent occuper dans les échanges économiques mais aussi sociaux. Toutefois, en proposant cette hiérarchie des principes et en utilisant des notions qui sont relativement floues et vagues, ces normes peuvent conduire à une confusion sur la portée réelle des documents et sur les actions issues de la RSE qui par leur réalisation mèneraient directement à un risque juridique au final. J'ai pas mal travaillé avec des informaticiens qui considéraient que les lois relatives au domaine, les lois relatives à leur domaine, comme des données techniques supplémentaires à intégrer à un processus de gestion, comme n'importe quelle autre norme qui pouvait être issue d'une organisation de normalisation. Or, la confusion elle peut être gigantesque, parce que si l'on demande à des équipes de travail de traiter le droit comme on traite une norme technique, il peut apparaître un effet d'annonce et qui peut avoir des conséquences directes sur l'entreprise. Ce n'est pas parce qu'un document n'est pas considéré comme juridique par une entreprise qu'il ne peut pas en soi avoir des conséquences juridiques. L'exemple le plus parlant, c'est l'affaire de l'Erika. Pour remettre en contexte, l'Erika, c'est un pétrolier qui a échoué sur les côtes françaises en 1999 et qui a déversé l'entièreté de son pétrole sur les côtes bretonnes. Et la Cour de cassation a rendu une décision en 2012 qui est assez novatrice par rapport aux mesures de RSE. La société Total, qui s'occupait de l'affrètement des pétroliers, une société mère, avait mis en place un document socio-technique interne, en l'occurrence un code de conduite, qui n'avait pour elle pas de valeur juridique, puisqu'elle décrivait simplement des procédures. Toutefois, dans ce code, la société s'engageait à ne pas affréter de navires de plus de 25 ans, dans le cadre de toutes ses activités. Or, il s'est avéré que l'Erika qui a coulé avait plus de 25 ans, et donc il ne répondait pas aux normes, aux standards édictés par Total.
et qu'à ce titre, la Cour de cassation a décidé que la société n'avait pas respecté ses propres engagements. Elle s'était rendue coupable de négligence, mais aussi, et c'est là la nouveauté, elle s'était rendue coupable d'une faute de témérité, et donc elle était considérée comme responsable aux yeux du droit. L'idée, c'est de dire que si Total avait bien suivi son processus, ce navire n'aurait jamais échoué, et donc elle a agi avec témérité. Si l'on regarde maintenant l'impact de la RSE sur le sujet de notre étude, on peut facilement s'apercevoir que ce risque général, il se transpose également à la protection des renseignements personnels, car la protection des renseignements personnels est en lien direct avec le droit à avoir sa vie privée protégée, qui est un droit fondamental garanti par les chartes. Le droit de la protection des renseignements personnels, il prend son ancrage dans la notion de consentement accordé par le détenteur des renseignements personnels au traitement de ces derniers par une entreprise. Pour assurer la légitimité du traitement, ce consentement, il doit être donné de façon libre et éclairée, et s'il ne l'est pas, le traitement devient illégal. Toute la légalité du traitement dépend alors du consentement donné par l'individu qui, par cette action, prend conscience de la portée de son acte et donc du traitement. Pour accompagner l'individu dans la formulation d'un consentement libre et éclairé, le droit prévoit que l'entreprise doit mettre au service du public des informations qui ne sont pas une présentation déformée de la réalité, des faits et de la vérité. Ainsi, en s'appuyant sur la définition du fairwashing qu'on a citée en introduction et sur ce qu'on vient de voir, on peut alors tenter de transposer cette définition à la protection des renseignements personnels pour en arriver à une définition du privacy washing, ou en français, le blanchiment éthique appliqué à la protection des renseignements personnels, ce qui est moins sexy, qui serait donc une technique marketing qui correspond à l'acte de transmettre au public des informations qui sont dans le fond et dans la forme, une présentation déformée des faits et de la vérité, dans le but d'apparaître socialement responsable au regard des normes éthiques entourant la protection des renseignements personnels, et dont la mobilisation va avoir des conséquences juridiques quant à l'octroi du consentement au traitement des renseignements personnels. Donc, petite précision, on entend ici par norme éthique toute norme qui ne relève pas d'une action du législateur et dont la sanction du manquement n'est pas conditionnée à une action auprès d'une institution publique, administrative indépendante ou arbitrale. La norme éthique la plus couramment utilisée, c'est aujourd'hui les codes de conduite, édictés par les entreprises pour diffuser les valeurs, les missions et les objectifs sociétaux. Cependant, par ces codes, les entreprises, elles font le choix de se soumettre volontairement à une obligation unilatérale en s'engageant sur des points très précis. Toutefois, le pendant de cette affirmation de valeur sociétale de l'entreprise, il réside dans une obligation de divulgation d'une information complète et à jour qui va permettre aux parties prenantes de constater la véracité des engagements et le respect des valeurs portées par l'entreprise. Le risque de privacy washing, il est ainsi directement relié à un manque de compréhension des mécanismes qui va être utilisé par l'entreprise, qui, sous couvert de simplification des démarches, vont interpréter le volet informatif pour diffuser les informations qui leur sont favorables et parfois occulter celles qui pourraient avoir un impact négatif ou défavorable. L'idée de l'opacité et de la complexité qui est souvent associée aux technologies de l'information, elle est ainsi devenue un argument commercial pour justifier de l'absence de transmission. C'est Deborah Johnson qui avait relevé ça sur la stratégie de Google en 2010. Donc, elle expliquait que la stratégie de communication de Google en 2010, dans cette stratégie, l'entreprise énonçait directement qu'elle préférait privilégier ses activités de recherche et de développement pour assurer une accessibilité plus rapide et plus grande de ces innovations, demandant aux utilisateurs de leur faire confiance quant aux mesures de sécurité mises en place pour assurer la protection des renseignements personnels. Donc cette idée de demander au public de faire des choix entre innovation et reddition de comptes, elle impacte directement les autorités de protection des renseignements personnels qui doivent alors redoubler d'efforts pour imposer la transparence qui est pourtant évoquée dans la plupart des codes de conduite et des normes sociotechniques comme un principe essentiel. La principale difficulté qui entoure le risque de privacy washing, elle se matérialise par l'absence de contrôle adéquat et efficace de la part des autorités de protection qui doivent faire face à une accessibilité réduite, voire impossible des données collectées, une opacité constatée de la part des entreprises sur leur processus et une certaine résignation de la part des utilisateurs à voir leurs données collectées par les entreprises qui leur demandent de choisir entre innovation et reddition de comptes ou ne leur donnent pas suffisamment d'informations. Donc une fois qu'on a évoqué l'essence même du risque de privacy washing, se pose alors la question de l'identification de ce dernier. Donc on a identifié trois types de privacy washing. Ça peut être un risque direct,
Donc l'exemple même, c'est le principe c'est ce qui est sorti récemment avec les données de géolocalisation de Google, qui a dit qu'il ne collectait pas les données alors qu'il les collectait. Ça c'est direct, il n'y a pas de risque. Le risque de privacy washing indirect volontaire, celui-là c'est le plus subtil. Et je vous ai trouvé un exemple qui apparaît selon moi comme le plus marquant. C'est la fenêtre qui apparaît à la fin de la mise à jour des appareils Apple. Et je trouve que c'est un exemple parfait de privacy washing. Le dernier paragraphe, je ne sais pas si vous arrivez à lire, je vais vous le lire. Apple considère que la confidentialité est un droit fondamental. Nous avons donc conçu chacun de nos produits de façon à réduire au minimum la collecte et l'utilisation de vos données, à traiter ces derniers sur l'appareil dans la mesure du possible et à permettre de contrôler la façon dont elles sont utilisées, ceci en toute transparence. Donc l'ensemble de ce paragraphe, il reprend la liste des obligations légales qui sont imposées aux entreprises par la loi. Le droit fondamental à la confidentialité, c'est un droit qui découle des chartes, c'est-à-dire découle du droit à la vie privée et à la confidentialité, confidentialité des communications. La limitation des mesures de collecte des données, c'est l'article 4.4 de l'annexe 1 de la loi sur la protection des renseignements personnels et des documents électroniques, dont la LPRPDE ou la PIPEDA, selon son acronyme anglais. La limitation du traitement nécessaire et le traitement sur l'appareil, c'est l'article 4.5 de la même annexe. Le contrôle de l'utilisation, ce sont les articles 4.6, 4.7 et 4.9 de cette annexe. Et la transparence, c'est l'article 4.8. Ça, c'est juste pour PIPEDA, je ne vous ai pas appris les autres jours. Donc une telle communication, elle pourrait se résumer à dire « on respecte la loi ». C'est tout. Sauf que le risque qui apparaît aujourd'hui, qui peut apparaître aussi à la lumière de l'affaire de l'Erika, c'est que Apple se pose dans une situation où elle dit Apple considère la confidentialité comme un droit fondamental. C'est-à-dire qu'elle s'engage à traiter de façon plus importante la confidentialité. Donc ça veut dire que pour ça, elle met en place des processus spécifiques. Elle met en place des mesures vraiment précises. Donc, s'il s'avérait que Apple ne met pas en place des mesures suffisantes, elle se contredit elle-même en disant qu'elle considère la confidentialité comme un droit fondamental. Ça veut dire qu'elle pourrait être considérée comme faisant une faute de témérité. La faute de témérité n'existe pas en droit canadien, en droit québécois pour l'instant, elle n'existait pas en droit français avant 2012. Donc. Mais c'est cette témérité qui va mettre en action particulier sur la confidentialité. Le troisième type de privacy washing, qui est peut-être le plus dangereux, c'est le privacy washing indirect et involontaire, qui consiste en l'absence totale de communication entre les organes de communication et la réalité de l'entreprise. Le problème du privacy washing, c'est qu'il peut apparaître comme un engagement unilatéral. Et donc, il peut être considéré comme supplémentaire. Et par ce simple fait, il peut réunir des éléments pour qualifier l'ouverture d'un droit d'action privé, basé non plus seulement sur le respect des règles en matière de protection des renseignements personnels, mais également basé sur la responsabilité civile, car l'entreprise a émis un engagement spécifique. Et cette responsabilité civile, elle est beaucoup plus large, parce que la responsabilité civile ouvre droit à plus de mesures de réparation, et elle ouvre droit aussi plus largement à des dommages et intérêts. Donc pour l'entreprise, ça peut être beaucoup plus dangereux. Donc tout ceci nous amène à la question de la gestion de ce risque de privacy washing. La gestion dans un premier temps par les autorités de protection. Donc la reconfiguration des espaces politiques et culturels qui est liée aux technologies de l'information, elle impose aux législateurs aujourd'hui de repenser la protection par une réaffirmation de la force des droits fondamentaux face aux mesures actuelles qui ne répondent pas suffisamment à la réalité du terrain. Donc le droit doit prendre en compte le fait que l'industrie, en particulier l'industrie des technologies de l'information, elle se fonde sur des modèles très formalisés qui s'avèrent souvent incapables de rendre compte de concepts flous. Et cette réalité, elle implique de réaffirmer la volonté de préserver la vie privée comme un droit fondamental. Donc dans cette optique, il faut mettre en place des objectifs spécifiques, solides et ciblés pour assurer un fondement et une effectivité de la protection des renseignements personnels. Pour donner aux États et aux autorités de protection des pouvoirs d'action efficaces sans pour autant condamner et fermer l'économie, le courant Law and Management propose une approche basée sur la mise en place des normes téléologiques et sur la fixation d'objectifs dans le but de comprendre comment le droit disponible à un moment donné, dans un lieu donné, est utilisé concrètement par les acteurs économiques.
Donc cette approche, elle relie le droit et la RSE, dans un sens où elle a pour but de proposer aux entreprises de prendre en compte le droit dans l'ensemble de leur stratégie, qu'elle soit technique, juridique ou managériale, pour mettre en place une méthode comportementaliste prenant en compte le paramètre juridique et l'intégrer à la prise de décision managériale. L'approche Low End Management, elle se base sur le recours sur la détermination du comportement d'une personne ou d'une entité, en lui fixant des objectifs à atteindre ou à viser. C'est l'idée d'un conformisme anticipatif qui est développé par Antoinette Rouvois aussi, qui travaille là-dessus. C'est l'idée qu'en dictant un comportement jugé conforme ou en prônant le respect de valeurs attachées à un comportement spécifique, le législateur donnerait ainsi à la norme une durabilité et une adaptabilité sur le long terme relativement aux situations économiques actuelles. Donc l'idée, c'est de dire que le législateur va fixer un cadre relativement large, mais va laisser la liberté aux entreprises d'organiser ce cadre tant qu'elles prouvent qu'elles organisent bien, tant qu'elles prouvent qu'elles respectent bien les lois. Donc le problème de cette liberté d'action qu'on peut donner aux entreprises, c'est qu'il y a un risque éventuel de dérive, et c'est pourquoi en laissant une certaine liberté, le législateur doit en parallèle instaurer un contrôle plus strict, et pour cela donner davantage de pouvoir aux autorités de contrôle chargées de la protection des renseignements personnels. Donc ça, c'est ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, notamment avec le nouveau règlement européen et les modifications des lois canadiennes et québécoises. Ce que l'on demande aux entreprises, c'est d'abord d'être capables de justifier leurs décisions, mais aussi leurs actions, ce qui implique la mise en place de méthodes d'identification et de gestion de risque. Pour ce faire, l'entreprise doit développer des méthodes d'imputabilité par le biais de méthodes de reddition de comptes efficientes et efficaces, qui vont avoir pour but de faciliter le travail des autorités de protection et de collaborer pour en retour avoir une collaboration. Donc pour cela, il est important pour les entreprises de mettre en place trois types de processus complémentaires et évolutifs. Le premier processus consiste en un processus préventif. Le deuxième processus, c'est un processus de gestion et de contrôle. Et le troisième processus, c'est un processus documentaire qui va avoir une visée probatoire. Donc le processus préventif, c'est l'idée, je pense, qui a été développée par Cynthia hier, l'idée de la privacy by design. C'est-à-dire de penser la protection des renseignements personnels dès la conception. C'est à la fois un enjeu de sécurité et un enjeu de collaboration qui consiste à intégrer la protection des renseignements personnels dès l'élaboration d'un projet, en conduisant les juristes et les ingénieurs à travailler ensemble dès les premières étapes de la conception d'un produit ou d'un service. Cette mise en place d'une communication interdisciplinaire, elle permettra alors une meilleure efficience de la protection, une efficience interne parce qu'elle va éviter beaucoup d'allers-retours entre les services de conception et les services juridiques ou de communication, et une efficience externe parce qu'on va mettre sur le marché un produit qui est respectueux de la PRP, qui est la protection des renseignements personnels, beaucoup plus rapidement. La deuxième étape du processus préventif, c'est la mise en place des études d'impact sur la vie privée, ou les Privacy Impact Assessment. C'est la mise en place de mécanismes d'imputabilité à travers les études d'impact. Elle a pour but de mesurer les atteintes à la protection des renseignements personnels à travers une évaluation du niveau de risque entre la gravité des événements redoutés et la vraisemblance des menaces, c'est-à-dire entre le caractère préjudiciable des impacts potentiels et les vulnérabilités de la structure face aux menaces. Les études d'impact, elles prennent la forme d'un rapport dont le but est de servir de base de travail pour le responsable de traitement et les différentes parties impliquées dans le développement des produits ou services. Ce document de travail, il assure une vision d'ensemble des enjeux reliés à la protection des renseignements personnels par l'entreprise et il permet un suivi tout au long du processus. Elle constitue un premier point de contact entre le traitement envisagé par l'entreprise et la mise en œuvre de la protection adéquate des renseignements personnels. Si elles s'ancrent dans un processus global, elles apparaissent alors comme l'élément clé de la protection des renseignements personnels, efficiente et efficace, parce que c'est un audit préventif en fait. Ça donne aussi la possibilité d'effectuer un suivi parce qu'on a une base de travail. Le deuxième processus, c'est la mise en action d'un processus de responsabilité avec un contrôle des actions. Donc l'idée, c'est de responsabiliser les entreprises en jouant sur la force de l'engagement, en se basant sur le droit commun de la responsabilité et l'obligation de loyauté. On demande aux entreprises de respecter ce qu'elles disent.
Ça permet d'assurer une meilleure sensibilisation du public aux droits et à la vie privée. Et ça donne aussi plus de moyens aux autorités de protection pour assurer plus de contrôle. Ça passe également par la mise en avant de plus de sanctions, ce qu'on voit aujourd'hui. D'où l'importance de donner plus de moyens aux responsables de traitement pour assurer un suivi soutenu, mettre en œuvre des actions concrètes et sensibiliser les équipes de travail aux enjeux reliés à la protection des renseignements personnels. C'est sur ça que se base beaucoup le règlement européen, il met beaucoup l'accent sur le responsable de traitement comme un acteur clé, un acteur qui va permettre d'éviter les allers-retours, un acteur central. Et enfin, le dernier processus, c'est le processus documentaire. L'importance de donner... je le mets moi-même. Donc c'est un processus documentaire qui va passer par la documentation. La documentation est déjà prévue par les lois sur la protection des renseignements personnels. Elle est prévue par la loi canadienne dans l'annexe 1 de la loi sur la protection des renseignements personnels. L'article 4.1.4, il parle des documents explicatifs sur les politiques et les procédures qui sont obligatoires à mettre en œuvre. Et l'article 4.2.1, il parle de l'importance de la documentation reliée à ces actions par rapport aux principes de transparence et d'accès. L'Union européenne a mis en place dans son règlement, dans son article 30, le fait que chaque responsable de traitement doit tenir un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité. Donc, ils sont obligés de documenter leurs actions ou les actions qui sont sous leur responsabilité. Cette méthode, elle est déjà utilisée par le droit, et notamment par le droit fiscal, avec le mécanisme canadien de la RSCDE, donc la Recherche scientifique et développement expérimental, où l'Agence de revenus du Canada, elle demande aux entreprises de fournir la documentation nécessaire à prouver qu'elles ont procédé à un travail de recherche scientifique et de développement expérimental pour leur accorder le crédit d'impôt. Donc ça, c'est toute la liste des documents. C'est vraiment des documents techniques, des documents de travail qui vont être demandés par l'administration fiscale pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et comprendre le processus des entreprises. Donc la documentation, elle symbolise une matérialisation de l'obligation de rendre des comptes et elle permettrait de mesurer le degré de responsabilité de l'entreprise en cas d'atteinte. Elle représente aussi la preuve de la diligence et de la bonne foi de l'entreprise et c'est ça qu'on cherche au regard des normes auxquelles l'entreprise s'est soumise. Donc la documentation, elle devient un outil d'efficience pour la PRP. En conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que l'importance de la protection des renseignements personnels et l'idée du privacy washing, elle peut être facilement évacuée en faisant preuve de bon sens, en fait. L'idée, c'est de prendre en considération la vie privée dès le début de la conception, que ce soit quelque chose qui soit ancré dans la culture d'entreprise et pas que ce soit juste un principe juridique qui soit loin puis qui fait appel aux juristes qui sont en général énervants dans une entreprise. Donc c'est ça, c'est cette idée de bon sens, de faire un suivi général, de faire un peu un audit interne de façon à prouver qu'on est de bonne foi. C'est un peu ça l'idée.